Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Aujourd'hui, je reçois George Owen. Salut George. Bonjour François. Alors, on va parler d'une société qui n'est pas forcément encore très connue, mais qui est très utilisée, j'imagine, par beaucoup de personnes dans leur quotidien, qui est Stancer, le paiement de processeur du groupe Iliad. Je vais te laisser te présenter et nous parler un peu de cette aventure. Donc, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec toi François. Je m'appelle George Owen, je suis franco-américain et je dirige Stancer, qui est l'établissement de paiement qui est issu du groupe Iliad. Donc on est issu du groupe Iliad parce que au départ on, on les a aidés à développer une solution de paiement en interne pour processer les flux du groupe. C'est principalement les abonnements de l'opérateur téléphonique. Donc, si par exemple vous avez un forfait Free Mobile, eh ben c'est nous qui tous les mois venons vous encaisser, que ce soit par prélèvement CEPA ou par carte bleue. Donc ça, c'est vraiment notre identité et de là où on vient. Et une fois qu'on avait construit ça et qu'on avait servi le groupe correctement, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'outil qu'on avait construit. Et on a la chance de faire partie d'un groupe qui a une identité très forte sur le build. Et donc, on a vraiment construit, c'est-à-dire qu'on a obtenu l'agrément d'établissement de paiement, on a construit notre propre passerelle de paiement et on fait nous-mêmes justement l'acquisition. Donc, dans la chaîne de valeur du paiement, on fait vraiment quasiment tout. Et comme on maîtrisait l'ensemble de la solution, eh bien, on a décidé de remodeler un tout petit peu notre produit et on a sorti il y a un peu plus d'un an un produit grand public entre guillemets qui s'appelle Stancer Pay et qui lui est à destination des PME et des TPE. Et c'est l'ensemble des prestations de services de paiement. Donc c'est du paiement omnicanal, que ce soit en ligne, en physique ou à distance, avec un onboarding qui est très très simple. Et évidemment avec une proposition de valeur qui fait écho à ce que fait l'ensemble du groupe, c'est-à-dire pas d'engagement, pas d'abonnement et des prix qui sont évidemment compétitifs. Avec quelques avantages supplémentaires par rapport, je dirais, à ce que d'autres font. Le premier, c'est que nous, comme je le disais au départ, on fait du prélèvement CEPA, mais on fait aussi de la carte bleue et le passage de l'un à l'autre de façon très fluide. Donc, c'est les deux moyens de paiement qu'on fait. Et évidemment, on propose aussi des solutions un peu plus neuves comme l'initiation de paiement. On pourra peut-être y revenir plus tard. Euh, et donc, c'est ça qu'on propose justement à l'ensemble des marchands français, qui plus est avec, je dirais, un drapeau français estampillé sur la solution parce que tout est construit en France, tout a été développé en interne et l'ensemble de nos données sont stockées évidemment en France. Juste pour revenir, tu as parlé un peu de physique et d'online. Pour qu'on se représente bien, c'est que vous allez aussi bien dans le terminal de paiement qu'on a l'habitude d'utiliser, chez un commerçant, que dans les paiements e-commerce qu'on a l'habitude de payer aujourd'hui aussi, j'imagine, pour des vendeurs, comme Free, mais comme pour des vendeurs tiers qui peuvent se connecter à Stancer. Exactement. C'est-à-dire que nous, on est évidemment plutôt issu du e-commerce en ce sens que c'est ce qu'on appelle dans le jargon monétique des contrats de vente à distance, mais c'est le e-commerce. Euh, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que pendant la période du Covid, le Covid a quand même obligé pas mal de marchands à se digitaliser. Et donc, ça a poussé pas mal de marchands physiques à avoir un e-shop. Et nous, on a développé une solution qui est omnicanal, c'est-à-dire que les marchands qui ont un e-shop mais qui ont aussi une boutique physique peuvent utiliser notre solution et avoir un, un terminal de paiement, enfin plusieurs terminaux de paiement pour leur empreinte physique et un module de paiement pour le e-commerce et avoir l'ensemble de leur flux qui soit centralisé au sein d'un dashboard. Et ça simplifie la gestion au quotidien, ça simplifie la réconciliation et évidemment, ça aide notamment la gestion de trésorerie, etc. parce qu'on a une meilleure vision sur l'ensemble des flux. Vos concurrents aujourd'hui, c'est, des Stripe, c'est des Worldline, c'est, les solutions bancaires, c'est quoi? Alors, je dirais qu'on est un établissement un petit peu particulier parce que on a la chance de servir un très gros groupe comme le groupe Iliad. Donc là, voilà, notre cible, c'est du large enterprise comme le groupe Iliad. On sait faire, on a les compétences, mais on sait aussi servir des PME et des TPE. Donc on fait l'ensemble
de la chaîne. Et ça, c'est un peu notre ADN et notre savoir-faire. Donc évidemment, nos concurrents, sur le e-commerce, c'est évidemment Stripe, un des leaders, mais c'est un pure player e-commerce qui commence à venir sur le marché de proximité. Il y a évidemment Adyen qui est un leader du marché sur l'ensemble de la chaîne, mais plutôt le haut de marché avec un scope très international. Et puis on a des acteurs, comme vous citiez, Worldline, qui eux aussi se situent sur l'ensemble de la chaîne. Mais on a aussi les banques traditionnelles avec qui on est en concurrence et où leur part de marché s'érode petit à petit sur cette cible PME TPE. Donc c'est même si c'est un marché qui est très fragmenté, ça reste un marché dynamique où il y a pas mal de monde. Mais qui réussit à faire émerger des nouveaux acteurs à partir du moment où ils proposent une innovation. Le marché du paiement, pour qu'on comprenne, c'est un marché à peu près qui a une croissance de combien chaque année? C'est une croissance à un chiffre. D'accord. Ces 2 années, c'est entre 5 et 8% par an. D'accord, ouais, donc ça reste un marché quand même dynamique. C'est un marché dynamique, mais c'est un marché. En fait, il y a 2 tendances. Il y a la tendance où il y a la baisse du cash, et donc il y a de plus en plus de cartes bleues qui sont utilisées. Et donc ça, c'est une tendance fondamentale qui nous pousse. Et puis il y a une autre tendance qui est l'augmentation de la part des dépenses sur le online. Et donc la combinaison des deux fait qu'il y a une croissance naturelle assez élevée. Et c'est pour ça que même si c'est un marché qui est très fragmenté, ça reste un marché dynamique parce que entre les deux, il y a beaucoup de solutions nouvelles qui peuvent émerger, que ce soit sur les moyens de paiement, donc comment les consommateurs payent, mais aussi évidemment comment on réceptionne ces paiements, qui est notre métier, c'est comment on capture les fonds et on les reverse aux marchands. Toi, avant d'avoir son établissement de paiement interne, le groupe Iliad faisait comment? Alors le groupe travaillait avec des banques traditionnelles mais comme je le disais au départ, on a la chance d'avoir une culture qui est assez forte sur le build, sur la capacité de construire et surtout la culture de vouloir maîtriser de bout en bout la solution. Parce que quand on maîtrise de bout en bout la solution, quand on l'a construite, et ben c'est comme ça qu'on peut maîtriser cette structure de coût et proposer des prix qui soient vraiment compétitifs. Et aussi être accessoirement le plus agile sur le produit. Parce que c'est ça qui compte. C'est le produit qui compte. C'est la qualité du produit, l'efficacité du produit. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que les banques traditionnelles avaient parfois des IT un petit peu archaïques ou parfois des solutions qui n'étaient pas forcément parfaitement adaptées aux cinématiques de paiement pour un telco, qui sont des cinématiques assez compliquées parce que voilà, il y a de la variation sur la valeur au fur et à mesure du temps en fonction de l'usage. Il y a différents moyens de paiement, par exemple, quelqu'un peut être prélevé par prélèvement SEPA, et puis ce prélèvement SEPA, il est en souffrance parce que quelqu'un n'a pas d'argent sur son compte, et ben là, il faut lancer un paiement par carte et le réconcilier correctement avec le prélèvement SEPA. Donc, c'est des solutions qui sont assez complexes. Et il y avait rien de vraiment off the shelf sur le marché. Et donc le groupe a décidé d'investir pour construire sa solution en interne qui soit parfaitement adaptée à ses besoins. Toi, tu es arrivé en tant que CEO de cette division, il y a combien de temps et avec quel mandat, en fait? Moi, je suis arrivé il y a 2 ans avec ce mandat de continuer à aller proposer ce qu'on avait construit à des grosses entreprises qui ont des cinématiques de paiement qui sont complexes ou qui ont des IT qui sont euh, entre guillemets assez archaïques ou assez complexes. Donc c'est souvent des business dont le modèle économique est basé sur l'abonnement avec le passage de plusieurs méthodes de paiement de l'un à l'autre, etc., avec du paiement à l'usage. Donc, c'est des cinématiques de paiement qui sont complexes. Donc, c'est continuer à développer cette brique qui est notre ADN et qui fait toute notre expertise. Et puis, en même temps, développer une solution plus accessible pour les PME et les TPE françaises et leur proposer une solution qui soit vraiment innovante, qui soit vraiment moderne et qui soit vraiment française, de bout en bout. Donc c'est vraiment ces deux, je dirais que c'est les deux pieds sur lesquels je dois je dois m'appuyer. C'est ce premier, continuer à servir les grandes entreprises avec des solutions de paiement un peu cousu main, faire de la dentelle parce qu'ils ont des besoins qui sont spécifiques. Et d'autre part, proposer une solution qui soit simple, facile et transparente à l'ensemble du marché. Sur l'ensemble du marché, on est un peu sur un métier de centimier. Comment on maintient, une super expérience et on maintient des marges sur ce type de service
qui, Alors, j'imagine sont pas, enfin nécessitent un certain volume pour que vous puissiez, vous rémunérer. absolument. Le choix qu'on a fait chez Stancer, et ça encore, c'est un choix stratégique qui est fort, c'est de tout développer en interne. Donc on n'utilise pas de prestataires pour la partie passerelle, on n'utilise pas de sous-traitants pour la partie acceptation, on n'utilise pas de sous-traitants pour la partie acquisition, on fait vraiment tout nous-mêmes. Et comme on maîtrise la solution de bout en bout, alors évidemment, ça demande un investissement de départ, ça demande des compétences de départ, mais sur le long terme, je pense qu'on sera gagnant parce que euh, parce que on maîtrise notre solution et on en est maître. On n'est pas tributaire de prestataires ou de partenaires. Et ça a deux avantages. Ça a évidemment un avantage sur la structure de coût, si je mets de côté l'investissement de départ pour construire la solution. Mais donc on maîtrise la structure de coût et donc ça nous permet de proposer des prix qui soient justes et compétitifs. Et d'autre part, ça nous permet aussi plus d'agilité pour coller au mieux aux attentes d'un côté des payeurs et de l'autre des marchands. Euh, et, euh, et, et comme on est maître de notre solution, eh ben on peut faire des évolutions plus rapidement. Et je suis très fier de certaines évolutions qu'on a faites ces derniers temps. Par exemple, on a lancé le Tap to Pay en iPhone qu'on a développé nous-mêmes en interne. Euh, et je suis très fier d'avoir réussi à faire ça avec une entreprise comme Apple, qui est la première ou la deuxième capitalisation boursière au monde. Eh Fonctionne ben, assez bien. on a réussi à développer et à utiliser leur système de tap to pay pour permettre à tous les commerçants en France qui ont un iPhone de télécharger notre application et de pouvoir encaisser via leur téléphone. Et D'accord, donc ça, cette capacité de le faire en si peu de temps, c'est parce que justement on maîtrise notre solution de bout en bout. Un autre exemple, on a sorti avec BNP et Microsoft, on a fait un super partenariat pour permettre aux utilisateurs de Microsoft Teams de payer in-app. Donc là, comme cette interview par exemple, et ben il y a des cas de, c'est encore une fois, c'est surtout le Covid qui a fait émerger toute une nouvelle économie sur les systèmes de visioconférence et notamment Teams. Et donc nous, on a développé un module en partenariat avec Microsoft et BNP pour permettre à l'utilisateur de Teams de se faire encaisser directement in-app. Alors, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, je sais pas, t'es un prof de musique ou t'es un consultant ou t'es un expert comptable ou un avocat. Tu fais ta consultation via Teams et avant ou après, tu peux générer un paiement qui va venir s'afficher dans la barre de conversation et ton destinataire va recevoir cette demande de paiement. Il va pouvoir insérer ses numéros de carte bleue. Le paiement va pouvoir se faire et donc le professeur de musique ou l'expert comptable ou l'avocat qui fait sa consultation va voir en temps réel que son client ou son élève a réglé directement au sein de Teams. ah, c'est fort ça. Ouais, c'est cool. Et ce qui nous a permis, en fait, voilà, entre guillemets, d'être choisi et d'émerger face à deux mastodontes comme Microsoft et BNP, c'est justement notre agilité, notre compétence. Et je pense qu'un des socles de cette agilité, de cette compétence, c'est la maîtrise de notre solution de bout en bout. En termes de pour bien comprendre, enfin, on voit la complexité parce que vu le contenu de tout ce qu'il y a développé. Aujourd'hui, c'est une équipe de combien de personnes qui travaillent sur Stancer? Alors aujourd'hui, on est Pour la un peu partie plus technique? de... Ouais. Comment? Pour la partie technique, puis après on parlera du reste du go to market, quoi. Ouais, je vais répondre, un peu dans les deux. Non, mais globalement, aujourd'hui, au sein de la structure, on est un peu plus de 50. Et il y a plus de la moitié qui sont dans notre équipe technique. Et dans notre équipe technique, on va dire qu'il y a il y a deux grosses équipes. Il y a 80% qui sont dans ce qu'on appelle l'équipe de développement, donc c'est vraiment des développeurs, et il y a 20% qui sont dans l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe infra. Faut jamais oublier que le paiement, c'est un métier qui est technique et qui est lourd en infrastructure. Et on a, pour vous donner un petit exemple, nous, on a nos propres data centers, donc on est propriétaire de nos data centers, euh, et on tient à maîtriser cela parce que c'est c'est un gage de sécurité, de sérieux et de fiabilité, ce qui est essentiel quand on fait du paiement. Comment on fait monter en puissance une telle solution, d'un point de vue marketing et commercial? Euh, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est d'avoir un produit qui soit vraiment simple, lisible et transparent.
Puisque un des gros sujets dans le paiement, c'est que c'est pas forcément simple et c'est pas forcément transparent. C'est pas transparent, notamment au niveau des frais, pour plein de raisons et on pourra y rentrer après. C'est pas que de la faute des prestataires de paiement, mais de l'ensemble des acteurs dans la chaîne de valeur. Euh, et je serais ravi d'y revenir si vous Je avez des pense que c'est questions. intéressant, pour l'audience de bien comprendre ça. Bah, c'est-à-dire que avant de répondre à la question, ce que je veux dire, c'est que dans le paiement, dans les frais qui sont afférents à un paiement par carte bleue, par exemple, il y a, euh, il y a ce qu'on appelle l'IC++. Et donc ça comprend l'interchange, les frais d'acquisition et les frais d'acceptation. Et ceux qui touchent un bout sur l'ensemble de ces frais, il y a évidemment le PSP, donc le prestataire de service de paiement. Il y a la banque qui fait l'acquisition des flux, donc qui va vraiment capturer les fonds et les reverser à celui qui doit être payé. Il y a les réseaux de cartes, donc je ne vais pas les citer, mais ils commencent par Vi et ils riment par ZA. Ouais, Et l'autre, c'est masque. Mastercard Ouais. ou Amex, etc. Donc c'est les réseaux qui, eux, prennent une part de l'interchange. Et puis il y a évidemment l'émetteur de la carte. Donc c'est l'émetteur de la carte, c'est celui qui vous a donné le moyen de payer. Souvent, c'est la banque émettrice. Donc, quand vous êtes dans une banque, il y a marqué Société Générale. Et vous remarquerez, en France, on a la chance d'avoir un réseau, un scheme local qui est moins cher que les équivalents internationaux. Qu'on connaît pas forcément toujours la différence entre le réseau CB, le réseau Visa et le réseau, enfin, les réseaux Bah, le réseau CB, c'est un GIE qui est constitué des plus grandes banques françaises et qui est un réseau de cartes. Enfin, un réseau, c'est un scheme local. Et donc, quand on utilise ce scheme pour processer des paiements, c'est déjà souverain parce que c'est un réseau français et que les données sont pas parties ou souvent sont à l'étranger. Et c'est un réseau aussi qui pratique des tarifications qui sont moindres que ses concurrents. Aujourd'hui, la part justement de frais dans une transaction, avant l'arrivée de Stancer, c'était combien et vous vous positionnez à quel niveau? Alors par rapport je dirais nos concurrents les plus chers qui sont ceux que tu as cités, on est 2 à 3 fois moins cher qu'eux. Après ça reste comme j'ai dit, le marché il est assez il est très éclaté et donc ça dépend, mais globalement on est 2 fois moins cher que la concurrence. La promesse, Free, est aussi, chez Stancer. Absolument. Et du coup, pour revenir à ma question initiale, le go-to-market et le déploiement commercial, vous le faites comment aujourd'hui? C'est, des partenariats, c'est des intégrations, donc tu as parlé de l'intégration avec Microsoft, mais il y en a d'autres? Il y a d'autres types Oui, il y de en a d'autres. Alors, on a plusieurs stratégies. Donc, la première, c'est évidemment des intégrations dans les solutions que les marchands utilisent. Donc, si on parle de e-commerce, ben là, il faut développer des modules avec les CMS, donc PrestaShop, etc., etc. C'est ce qu'on est en train de faire. On a une autre stratégie d'intégration de modules Stancer avec des partenaires entre guillemets financiers. Donc, que ce soit les outils d'experts comptables, d'accord. les outils de caisse, certains outils de facturation qu'on va intégrer. Et j'en cite un dont je suis particulièrement fier, qui est sorti, qu'on a lancé il y a pas longtemps et qui a un très bon début. On a fait une intégration avec Boursorama, Boursobank. D'accord. Boursobank qui relance, qui est en train d'étoffer son offre compte pro, parce qu'ils sont évidemment leaders sur le marché du compte particulier et ils ont je pense tous les atouts et tous les outils pour devenir leader sur le marché du compte pro euh, digital néobanque. Et dans ce cadre-là, on est le prestataire de services de paiement qui est associé à Boursobank. Et ce que ça veut dire, c'est qu'un client Boursobank qui a son compte pro chez Boursobank, eh ben, il peut directement s'inscrire chez nous via un parcours d'inscription qui est complètement fluidifié et simplifié. Et nous, on va lui fournir l'ensemble des moyens de paiement des moyens d'encaissement dont il a besoin, que ce soit un TPE ou un module pour son site e-commerce, et on va reverser les fonds sur ce compte Boursobank. D'accord. Donc Bourso, est dans ce cas-là très indépendant de son actionnaire majoritaire. Je pense que Bourso a fait le choix d'un acteur qui est agile, qui propose une solution qui soit moderne et qui soit adaptée aux attentes du marché.
Donc voilà, ça c'est les atouts sur lesquels nous on joue. C'est ce qu'on sait faire bien. Euh, euh, et donc je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont choisi. Le fait d'être adossé à un opérateur qui a aussi un volet, pro, c'est quelque chose qui vous facilite le déploiement? On travaille évidemment de concert. On adore les équipes de Free Pro qui font un super job. On adore travailler avec eux. Et dès qu'il y a des synergies qui sont disponibles, évidemment qu'on travaille la main dans la main, notamment quand on fait des salons, etc. Il y en a plusieurs qui vont arriver là. On va être ensemble. Et je pense qu'il y a voilà, il y a un message cohérent à être capable de servir les PME, enfin les entreprises françaises, que ce soit sur l'ensemble de la brique téléphonie, cybersécurité, etc., mais aussi sur la brique paiement dont Stancer s'occupe. Vous avez des offres bundlées, entre les 2 ou pas encore? Pas encore, et principalement pour des raisons réglementaires. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué en fait. Dès qu'on est dans le champ du paiement, c'est une activité qui est régulée, et D'accord. donc c'est assez dur de bundler ça avec d'autres services. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille d'arrache-pied. On essaie de trouver des solutions pour pour apporter pour apporter le mieux de ce que le groupe peut proposer aux entreprises. Aujourd'hui, toi, tu as l'impression que tes équipes, elles se sentent être plus Stancer ou plus Iliad? Et est-ce qu'il y a des différences de valeur entre, cette start-up dans un grand groupe et le groupe? Je pense qu'il faudra leur demander. Je pense que évidemment, on est chez Stancer et on est une entité qui est autonome et indépendante parce qu'on est on est régulé, enfin l'entité est détentrice d'un agrément, et donc ça nous confère tout un tas d'obligations qui ne se répercutent pas sur le reste du groupe. Mais en revanche, euh, comme je l'ai dit, on a une chance folle de faire partie d'un groupe qui a des valeurs qui sont fortes, et en ça, on est 100% aligné. Ou, aujourd'hui, comment dire? Il y a vous recrutez, il y a, c'est quoi les grands On, défis de Stancer sur l'année 2025? Sur l'année 2025, c'est de continuer à innover, c'est-à-dire continuer à proposer des solutions qui soient vraiment, enfin, qui répondent aux attentes des marchands et des payeurs. Continuer à à développer commercialement, donc continuer à travailler le maillage territorial qu'on commence à avoir, mais on est évidemment au début. Euh, et donc c'est pour ça on recrute sur l'ensemble des postes, que ce soit équipe technique, des développeurs ou des DevOps plutôt infra, ou en marketing, en sales, etc. Toi, dans ton parcours de dirigeance, de pilote d'une filiale d'un grand groupe, est-ce qu'il y a eu des recrutements, que tu as faits qui ont été, plus stratégiques que d'autres pour arriver à structurer, ce déploiement aussi rapide? Alors, déjà le recrutement, c'est probablement ce qui est le plus compliqué et le plus fastidieux, parce que même avec de l'expérience, on se trompe. Donc c'est assez rageant comme sujet. Donc je vais garder, je veux dire, dès que je parle de recrutement, j'essaie vraiment enfin voilà, la réalité m'oblige à être d'une humilité folle. Il y a évidemment des recrutements qui sont plus structurants que d'autres. Je pense qu'ici, c'est le binôme avec mon CTO, Aurélien, qui est là depuis le départ de l'aventure, qui est probablement un des plus grands experts en paiement en France. Euh, c'est c'est évidemment, euh, c'est évidemment notre binôme qui, je pense, est probablement le plus structurant aujourd'hui. Maintenant, il y a tout un tas de recrutements qui ont été faits, qui ont été très bons, et à l'inverse, il y a tout un tas de recrutements qui n'ont pas marché. Mais ça, c'est comme tout le monde. Le recrutement, c'est dur, et, euh, et il faut tester et voir ce qui marche, et ajuster en fonction. Je crois que tous les entrepreneurs partageront, cette position. Il y a des limites, par rapport à la réglementation pour aller à l'international sur votre métier? Alors, à l'international, on va dire que l'Union européenne facilite lorsqu'on parle d'un déploiement pan-européen. Parce que l'agrément qu'on a et l'autorité de tutelle, donc la CPR et la Banque de France, nous permettent, via un mécanisme de passporting, d'aller proposer l'ensemble des services euh, que l'on propose en France à l'ensemble des pays, enfin des États membres. Maintenant, au-delà des frontières de l'Union européenne, eh bien, il faut aller regarder quelle est la réglementation locale, et c'est souvent auprès de la banque centrale ou
ou de l'autorité bancaire locale qu'il faut obtenir un agrément pour fournir les services qu'on fournit. Et Donc c'est non au ouais. niveau européen, oui au-delà. Aujourd'hui, il y a des technos que vous regardez, qui pourraient être des cibles d'acquisition ou c'est quelque chose, où vous préférez le made by yourself? Alors on regarde tout. On est toujours ouvert à une bonne opportunité. Maintenant, c'est assez dur je pense, de nous convaincre que c'est pas mieux. Et comme j'ai dit au départ, c'est voilà, on a la chance d'avoir une culture assez forte sur le build. Il se trouve que l'histoire, pour l'instant, nous donne raison que euh, plus tu construis en interne et moins tu as intégré, mieux tu te portes sur le long terme. Euh, donc, on regarde toujours les nouvelles technos. Je pense qu'on a deux avantages. C'est un, culturellement, on n'a pas peur de tout casser et recommencer. Comme par exemple notre API de paiement, on l'a déjà cassé 2 fois. C'est-à-dire qu'on a déjà dit bon, en fait, on va recommencer, on recommence à zéro. On a tellement appris qu'on va refaire mieux, plus performant. Et je pense que ne pas avoir de dette technique est un énorme atout. C'est un peu moi qui suis pas ingénieur. Il y a quelques règles d'or que j'essaye de m'imposer, dont je me rappelle souvent. C'est que quand j'observe les gens dans la tech, un des plus gros boulets que les gens ont, c'est la dette technique. Et je pense que moi j'ai un avantage, comme je suis pas ingénieur, c'est que je vois pas tout le boulot que ça requiert. Mais s'il faut tout casser et tout reconstruire, je suis prêt à le faire parce que je ne veux pas être dans une situation où je me retrouve à ne pas pouvoir faire quelque chose, ne pas pouvoir développer un produit, ne pas pouvoir faire une évolution parce que on a de la dette technique. Vous l'avez Et anticipé comment là, justement, cette dette technique et cette prise de décision de on repasse par la planche à dessin pour réinventer? C'est quelque chose que vous aviez anticipé, qui ou c'est des évolutions marché qui vous ont poussé à le faire, pour passer non, d'étape de non, croissance? ça pour le coup c'est culturel. D'accord. C'est dans notre ADN. C'est qu'on n'a pas peur de se dire qu'en fait, ben la V2 elle sera mieux que la V1 et que la V2 en fait ça peut être une V1 de quelque chose qu'on recommence avec toute l'expérience qu'on a accumulée de cette première version. Et je pense qu'il faut pas avoir peur, euh, faut pas avoir peur de ben voilà d'assumer ce genre de prise de décision. Et juste pour revenir sur ta question précédente, mais quand on fait des acquisitions, l'écueil que j'ai observé, c'est souvent cette intégration qui en réalité construit les strates et les legs de dette technique. Et donc ça, c'est évidemment un point sur lequel je suis particulièrement attentif. Euh, c'est que comme on fait un métier technique, c'est voilà, c'est un point sur lequel je pourrais pas avoir de compromis. Je pourrais pas faire de compromis. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ton rôle actuel, au sein du groupe et à Porter Stancer? Alors au sein du groupe, ben, premièrement, c'est d'aider cette équipe à se développer, à se déployer. Deuxièmement, c'est d'aider aussi évidemment d'une certaine partie le groupe à se développer et à se déployer. Et moi, à titre personnel, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les modèles économiques, c'est-à-dire comment tu crées de la valeur pour un marchand. Et puis, une fois que tu as compris ça, c'est comment tu optimises ton modèle opérationnel pour capturer le maximum de cette valeur que tu as créée. Et le paiement est un univers, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est fragmenté, qui est dynamique, où il y a énormément d'intermédiaires, mais où il y a énormément d'innovation. Et donc, c'est un super terrain de jeu, que ce soit au niveau du modèle économique, mais aussi du modèle opérationnel. Et donc, c'est pour ça que je m'amuse comme un fou dans ce marché. Du coup, à toi, à titre perso, tes challenges sur les 6 prochains mois, c'est quoi? Bah, c'est de continuer à développer, donc trouver les bons axes, que ce soit de développement, mais aussi de distribution de notre produit de paiement. Euh, et bah, préparer les nouveaux produits. Quels vont être, enfin sur quelle tendance se dessine aujourd'hui, et donc sur quels produits on mise, parce qu'évidemment il y a des temps de développement, il y a des certifications à obtenir, donc c'est des temps qui sont assez longs dans le paiement, que ce soit sur les lancements de produits, mais aussi les évolutions des clients et des marchands. Et donc c'est un peu de décider parce qu'on peut pas tout faire, et donc il faut arbitrer. Et donc par exemple, bah, là nous on a fait un arbitrage, on a entre guillemets parié sur le soft POS Tap to Pay sur iPhone. Donc voilà, ça c'est un des paris qu'on a fait, sur lequel
On pense qu'il y a un bel avenir, et il faut préparer le prochain. Parce que dès qu'il y en a un qui est fait, il faut commencer à travailler sur le suivant. Je pense que tu as aussi quelque chose en tête qui doit être la cybersécurité. Bon, en plus, Absolument. le groupe a malheureusement été mis, sous le feu des lumières il y a pas tellement longtemps. Aujourd'hui, en tant que prestataire de paiement, vous êtes encore plus scruté que d'autres personnes? Ça se passe comment? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que prestataire de services de paiement, euh, la- la- une grosse partie de la valeur que je fournis, c'est la sécurité de la gestion des données bancaires des payeurs. Euh, et on est soumis à des normes de sécurité qui sont extrêmement élevées, notamment les normes PCI DSS, qui sont des normes qui sont difficiles à obtenir, difficiles à garantir dans le temps. Et une des raisons pour lesquelles on a une équipe de développement, une équipe infra aussi étoffée, c'est justement pour garantir la sécurité de nos systèmes. Le choix qu'on a fait, c'est que nous, on n'a pas de cloud, on a nos data centers, l'ensemble de nos données est stocké on-premise. C'est des choix infra forts, mais je pense que c'est des bons choix. Parce que comme je le disais, on revient toujours à peu près au même sujet. Je suis désolé si ça donne l'impression de tourner en rond, mais comme on maîtrise la solution, eh ben, on peut mieux la défendre. C'est clair. Et la brèche risque moins de venir d'un tiers. Exactement. Et au moins, et si, ça nous est jamais arrivé, mais je veux dire, un jour, et si un jour il nous arrive quelque chose, au moins on sera en mesure de le réparer rapidement. Parce que justement, on est tributaire de personne. Aujourd'hui, comment dire? Tu nous as dit que tu étais pas ingénieur et Non. on peut revenir du coup un petit peu sur ton passé, mais avant ça, j'ai une question. Est-ce que pour diriger une boîte techno comme S-Tensor, ne pas être ingénieur, c'est une force ou une faiblesse? Euh, je pense qu'avec avec le binôme d'Aurélien, mon CTO, c'est une force. C'est une force parce que justement, je pense que je suis moins, enfin c'est peut-être un trait de personnalité, mais on va dire que comme j'ai moins conscience des difficultés que certaines tâches comprennent, j'ai moins peur de trancher dans le vif, comme par exemple tout casser et reconstruire pour que ce soit plus performant. Donc je pense que en, en combinaison avec mon CTO, ouais, c'est une force. C'est une bonne chose ça, c'est cool. Et du coup, avant d'être, dans le monde du paiement, tu étais déjà dans le monde du paiement? Tu as fait Non, quoi je n'étais avant? pas du tout dans le monde des paiements. Moi, j'ai une formation j'ai fait du droit. Après, j'ai passé le barreau de New York et j'étais avocat pendant assez longtemps à New York et à Londres. J'étais avocat d'affaires, donc j'ai fait plutôt des droit des affaires. J'ai fait du M&A, du private equity. J'ai fait quelques deals dans le paiement et c'est un marché qui m'a toujours pas mal intéressé. Quelques deals pour Worldline, etc. à l'époque. Et après ça, bon, il se trouve qu'à l'époque, je travaillais beaucoup et j'ai demandé à ma copine de l'époque, qui est maintenant mon épouse, si elle voulait bien m'épouser, mais elle trouvait que je travaillais trop et donc elle m'a demandé de changer de métier. Et donc à ce moment-là, je suis allé faire un MBA à l'INSEAD parce que je savais pas trop quoi faire. Et, euh, et à l'issue de mon MBA, j'ai lancé une première boîte dans le consumer qui s'appelait Waterdrop, qui a bien marché. Et c'est vraiment une super boîte et j'invite tout le monde à regarder ce qu'ils font parce que c'est vraiment top. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré les équipes du groupe qui m'ont proposé de rejoindre cette aventure pour développer la partie paiement. Et j'ai tout de suite accroché parce que voilà, comme je le disais, je pense que c'est un marché qui un est porteur, deux a de l'avenir, trois est fragmenté mais dynamique. Donc je pense que c'est un marché où il y a encore plein de choses à inventer et à faire, que ce soit du côté consommateur mais aussi du côté marchand. Toi, tu te vois dans ce rôle, d'innovation, sur ce marché-là pendant longtemps encore? Tant que j'ai des idées, moi je suis ravi d'y rester. Et pour innover, il faut des idées et donc faut continuer à avoir des idées et continuer à les développer. Mais je suis convaincu que si on a des idées et qu'on les développe, on est là pour longtemps. Et justement, il y a une consolidation qui se fait dans tous les petits acteurs dont tu as parlé ou aujourd'hui reste un marché qui devrait rester éclaté un certain temps encore? Alors, euh, alors ça dépend à quelle échelle on regarde. C'est quoi la focale? Est-ce que c'est la France, la focale? Auquel cas, là, il y aura probablement une consolidation sur les petits acteurs. Et je dirais que nous, je dirais qu'on est les plus gros des plus petits.
Je pense qu'il y aura une consolidation, mais ça c'est principalement parce que il y a certains établissements qui sont plus petits, qui n'ont pas la taille critique, etc. Et donc dans l'environnement macro, euh, il y aura peut-être une vague de consolidation. Maintenant, il faut pas oublier que le paiement est quand même, qu'il y a certaines briques de la chaîne de valeur du paiement qui sont transitées par les banques traditionnelles qui elles vont probablement pas se consolider de sitôt. Euh, mais même s'il y a une vague de consolidation, je reste intimement persuadé que avec un produit qui est innovant, un produit qui répond aux attentes des marchands, il y a une place à se faire, il y a une place à prendre parce qu'il y a des acteurs dont les parts de marché s'érodent, mais il y a aussi une place à se faire parce que c'est un marché qui croît et qui ne demande qu'à croître avec des nouveaux usages comme celui de Teams par exemple dont je parlais, qui ne demande qu'à croître avec des innovations produits, par exemple utiliser son téléphone au lieu d'un terminal de paiement qui date des années 80 pour encaisser. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a aussi une place à se faire. Petite question, on va dire, commerciale, et là je fais appel au commercial. Il y a une différence de frais quand on utilise le téléphone plutôt qu'un terminal de paiement? Ou, c'est Il y a plus une différence de fait, ouais, effectivement. Alors, en règle générale, le paiement physique est, euh, est moins risqué, principalement parce qu'on insère la carte et il y a un PIN. Donc là, les règles de base sur le marché et nos tarifs sont différents, que ce soit un encaissement par carte en ligne ou un encaissement par carte en proximité. Maintenant, euh, comment on a fait le choix parce que le modèle économique est un tout petit peu différent sur le tap to pay, donc avec l'iPhone, où comme j'ai dit, on a un partenaire qui est Apple, et donc là, on a décidé en fait d'aligner les prix des paiements sur iPhone avec un paiement e-commerce. d'accord. Ouais, donc c'est hyper compétitif. Exactement. On va passer à la partie, quiz improbable. Donc je Allez, te rappelle les j'écoute. règles, tu as un joker Ok, et il y a une petite dizaine de questions, donc voilà. parfait. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café. Express serré. Combien par jour? Au moins 4 Ça avant reste midi. ça reste raisonnable. Avant midi, j'ai dit. Ah! Et après-midi, combien? Euh, Ça dépend. Ça OK. dépend. Si Stancer pouvait parler, quel serait son mot préféré? Innovation ou rapidité? Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO avec toi, qui choisirais-tu? Captain America. Je sais pas, je pense que c'est un peu un héros sous-coté qui toujours été dans mon imaginaire de gosse, et donc c'est un peu le super-héros qui, à mon avis, a toutes les qualités de tous les autres super-héros. Si, C'est un peu le dieu de l'Olympe pour moi, si tu vois ce que je veux dire dans mon ouais, imaginaire. je vois ce que tu veux dire. Si, Stancer était une saveur de glace, quel parfum ce serait? Chocolat, Pourquoi? fiable, Ouais. jamais déçu, toujours on point, et what Et you see is what you get, quoi. ouais. Et du coup, si c'était une chanson, ça serait quelle chanson? Oh, ce serait une chanson, ce serait quelle chanson? Euh, hmm, c'est une bonne question, ça. Euh, hum, hum. Je sais pas sur quel pied danser. Je sais pas si parce que on est quand même tenté voilà, on a une volonté, une vraie volonté souveraine, mais on a une ambition pan-européenne. Et je sais pas. Allez, je vais dire Joker pour celle-là. Ouais. Ah, maintenant, on va bitcher un peu sur les concurrents. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Euh, hmm, Allez, les Simpsons. Ouais, c'est-à-dire, il faut pas oublier nos concurrents. Au fond, c'est quand même un marché où il y a encore beaucoup, beaucoup d'intermédiaires, donc tout le monde travaille avec tout le monde. Et même si on est concurrent, bah, au fond, on s'entend bien. Quel est le plat le plus bizarre que tu as mangé pendant un déjeuner d'affaires?
Euh, ça doit être des tripes Ouais. dans un bistrot. Si, quelle serait la mascotte de Stancer? Il y en a peut-être une, je n'ai pas fait attention, voilà. Non, on n'a pas vraiment de mascotte. C'est une bonne question. S'il devait y en avoir une, je dirais euh, hmm, un éléphant stable. Stable, Bah ouais. parce que c'est stable, c'est fiable, ça dure longtemps. Et encore une fois, moi je suis persuadé, voilà, le paiement c'est un métier technique, mais ce que les gens veulent, et ce que je dis souvent, c'est que le paiement c'est quasi une commodité quand tout marche. En revanche, ça devient le sujet le plus stratégique quand ça ne marche pas. Ok. Et donc il y a une sorte de dichotomie structurelle, quoi. C'est que les gens ils s'en foutent jusqu'au jour où ça marche pas, et là c'est la top priorité. Et donc et je pense que la clé d'une bonne solution dans le paiement, c'est quelque chose qui soit extrêmement fiable. Et donc c'est pour ça que je dis un éléphant, parce que voilà, il y a une longévité, il y a une fiabilité et il y a une stabilité à cet animal. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Ah, alors entreprendre ou juste à laquelle j'aimerais aller. Ouais, on va dire les 2. Tu peux répondre aux 2 questions. Moi, j'irais bien dans la Grèce antique. On rejoint les dieux de l'Olympe. Ouais, je suis assez fasciné par cette période et je serais curieux de vous. En fait, moi, je serais très curieux. Il y a soit cette période-là, soit les guerres napoléoniennes. C'est un peu les deux périodes de l'histoire qui me fascinent. Et surtout, ce qui me fascinerait, ce serait de comparer la différence entre ce que les livres d'histoire m'ont appris et ce que j'ai pour acquis, entre guillemets, et la réalité. Je Parce que je suis comprends. sûr qu'il y a une différence. C'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire, donc on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Exactement. Et ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est ce que j'ai appris et ce avec quoi j'ai été bercé, bah, à quel point en fait c'est à côté de la plaque par rapport à la réalité. Mmh. Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? Euh, hmm. Ah, les deux, mon capitaine. Moi, je suis très très bouffe en général. Je vais changer la question par rapport à d'habitude. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Xavier Niel? Ah, je suis Xavier Niel à 200%. Bon, normalement, la question, c'est Elon Musk ou Bernard Arnault, voilà. Bah, ni l'un ni l'autre et Ouais, 100% Xavier Niel. ouais. Quelle est la chose la plus étrange que tu as dans ton bureau? La plus étrange que La j'ai plus dans bizarre, mon ouais. bureau. Euh, je suis en train de le regarder là. Qu'est-ce que j'ai? Ah si, j'ai un cadeau qu'on m'a fait, qu'un client nous a envoyé pour nous remercier, qui est un tableau absolument affreux. Et c'est un client qu'on a aidé parce que il ouvrait son site je crois qu'il y a un de mes concurrents qui l'a planté la veille de son lancement et il était très embêté. Et on a réussi à lui sortir des clés de production en moins de 24 heures, ce qui est quand même une semi-prouesse. C'est-à-dire faire valider le KYC, récupérer toutes les pièces, ouvrir les contrats monétiques, c'est-à-dire ouvrir toute la tuyauterie pour faire passer des paiements. Et on a réussi à faire ça en moins de 24 heures. Et donc, il nous a envoyé un tableau qui est absolument hideux. J'espère qu'il écoute pas. On verra bien. Dernière question, est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Lundi matin. Très lundi matin. Je pense que le lundi matin, moi, j'arrive avec une pêche pas possible parce que je me dis que j'ai toute une semaine pour accomplir tout un tas de choses. Et en revanche, le vendredi soir, je me dis, putain, j'en ai pas assez fait, quoi. Tant que tu déprimes pas pour le week-end, c'est bon. Mais du coup, je travaille un peu le week-end. Ouais, bah, c'est une partie du secret de. Avant de se quitter, j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Et la Euh, deuxième question, je te la pose tout de suite, c'est si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? alors, ils peuvent me contacter soit sur LinkedIn, soit sur mon adresse mail, donc gowen@stancer.com. Je réponds à tous mes mails. Donc ils peuvent m'écrire par mail sans problème. Euh, et s'il y avait une question que j'aurais bien voulu que tu me poses,
Non, non, je pense que c'est assez complet, hein. Bon, bah, super. Je pense que c'était complet, et en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'étais ravi d'échanger avec toi. Eh ben, merci pour ton temps. Merci à toi. Si tu as des personnes à nous recommander comme, futurs, invités, n'hésite surtout pas. Ouais, ouais, Et bien sûr, puis, on je invite vais tout le monde à aller regarder le site de Stancer pour, comprendre et éventuellement te contacter pour créer son acquisition, de paiement par vous. bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup et c'était un plaisir de discuter avec toi cet après-midi. Bah, écoute, on a réussi à trouver le temps, donc c'est parfait. Super, Georges, je te merci. remercie. À très bientôt. Au revoir.